Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue ce soir pour cette conférence qui est organisée donc par le CODEV de Toulouse Métropole. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, donc le CODEV, le Conseil de développement, c'est une assemblée de démocratie participative à l'échelle de Toulouse Métropole, donc qui est composée de 200 citoyennes et citoyens bénévoles, donc certains sont parmi nous dans la salle, qui donc travaillent sur certaines thématiques, certains enjeux liés au territoire métropolitain. On organise aussi pas mal de conférences, comme ce soir. Donc la conférence de ce soir, elle a lieu dans le cadre d'un cycle de conférences que le CODEV organise en lien avec Toulouse Métropole, qui est un cycle sur les transitions environnementales et sociales. Donc voilà, donc en fait, on organise donc tout ce cycle sur 2024 et 2025. On a déjà eu une première conférence en avril dernier. Là, c'est la deuxième conférence ce soir. Et il y en aura une autre le 9 septembre. Puis après, il y en aura encore deux autres d'ici la fin 2024. Et ça se poursuivra en 2025. Et ces conférences seront aussi proposées pour les agents de Toulouse Métropole. Voilà. Donc voilà, je vais laisser Julia se présenter pour la conférence de ce soir. Et juste avant, si vous voulez aussi plus d'informations sur le CODEV, on a pas mal de publications qui sont à l'entrée. Vous pourrez en prendre en partant si vous voulez. Voilà. Bonne conférence. Très bien. Merci. Bonsoir à tous. Merci beaucoup de l'invitation. Donc, je remercie le CODEV de m'avoir invité et d'avoir organisé ce moment d'échange avec vous autour des questions d'îlots des chaleurs urbains. Je me présente, je suis chercheuse, je suis directrice des recherches CNRS dans un laboratoire qui se situe dans l'Université du Mirail, l'Université Jean Jaurès, qui est l'Université des sciences humaines et sociales ici à Toulouse. Moi, j'ai un profil de climatologue, je suis physicienne de l'atmosphère de formation, mais j'ai fait le choix d'aller travailler dans une équipe des géographies sociales qui est au LIST, au laboratoire interdisciplinaire Solidarité, Société et Territoire. Et mon équipe, en fait, l'équipe duquel je fais partie, était spécialisée dans les études urbaines et en particulier tout ce qui touche aux politiques urbaines, aux politiques d'urbanisme dans tous ses pendants. Donc, j'ai des collègues qui travaillent sur l'habitat, des collègues qui travaillent sur les mobilités, sur la culture, par exemple, et nous sommes un petit collectif à travailler sur les questions environnementales. Et moi, particulièrement, je m'intéresse aux questions d'articulation entre connaissances climatiques et politiques urbaines, et en particulier les politiques d'adaptation à la chaleur, à l'augmentation des températures en milieu urbain. Dans les titres qui m'avaient été proposés par le CODEV, il est un peu général, îlot des chaleurs urbains au pluriel. Et je trouve que c'est un très bon titre parce qu'il me permet d'introduire pas mal des notions sur ce même champ lexical, puisque les îlots des chaleurs urbains, ils vont faire référence au climat local d'une ville. On va parler aussi des surchauffe urbaines, puisque ces îlots de chaleur urbaine vont provoquer des problèmes de confort thermique. On va parler des différentes causes, bien sûr, le changement climatique, mais aussi le microclimat urbain. Et on va on va parler un petit peu des différentes terminologies ou des différents phénomènes, l'îlot de chaleur urbain, le stress thermique et les risques climatiques que cela engendre. Cela me permettra de terminer ma présentation en vous parlant un petit peu brièvement des politiques d'adaptation, c'est-à-dire comment cette question de la surchauffe urbaine est aujourd'hui abordée dans l'urbanisme opérationnel, avec quelques exemples des politiques qui se mènent ici à Toulouse autour du rafraîchissement urbain. Donc pour commencer par le début, qu'est-ce que c'est le climat local? Qu'est-ce qui caractérise en fait le climat d'une ville? Est-ce que quelqu'un peut me dire une, deux ou trois caractéristiques en fait? Peut-être je vais poser la question différemment. Qu'est-ce qui différencie par exemple Séville, Toulouse et Oslo, qui ont un climat local, vous me l'accorderez, très, très différent? La température, mais cette température, elle dépend de la situation géographique, notamment la latitude où elle se situe, le positionnement géographique vis-à-vis de sa continentalité, c'est-à-dire c'est pas pareil un climat de montagne qu'un climat océanique,
qu'un climat méditerranéen, par exemple. Et nous sommes dans un pays, en France, où il y a une forte hétérogénéité du point de vue des climats régionaux. Le climat local, il va dépendre aussi de la continentalité. En fait, les villes qui sont situées à côté de la mer, par exemple, vont bénéficier de certaines brises, comme les brises marines, donc de certaines ressources naturelles thermorégulateurs. C'est pareil pour les villes qui sont situées près des collines ou près des montagnes. Mais Toulouse, elle est située dans un climat qu'on appelle le climat du bassin du sud-ouest. Je ne sais pas si j'ai une... Vous voyez ma flèche? Oui. Et en fait, c'est un climat plutôt continental, voilà, l'interface entre le bassin méditerranéen et Atlantique. Et ensuite, comme vous voyez dans les photos ici plus bas, le climat local va dépendre du type de surface. Si on se situe plutôt en forêt, en milieu naturel, ou on se situe dans un milieu très artificiel, très anthropisé, une ville par exemple. Cela va nous permettre, par exemple, de caractériser le climat de Toulouse. On va trouver, si on tape climat Toulouse, on trouve des descriptions de ce type-là. Le climat de Toulouse présente un climat de type méditerranéen avec des influences océaniques qui s'appelle climat du bassin du sud-ouest. Elle est caractérisée, vous voyez ici, en fait, les températures maximales à Toulouse pour les mois de janvier à décembre et en fréquence de jour en fonction des températures. Et vous voyez que Toulouse se caractérise pour avoir des étés chauds et ensoleillés, avec des températures qui peuvent être assez élevées pendant l'été, et des hivers plutôt doux, avec des températures moyennes entre 5 et 10 degrés, même si on peut avoir des températures aussi assez fraîches pendant l'hiver. Les précipitations sont réparties de manière relativement homogène tout le long de l'année, avec le printemps et l'automne comme saisons les plus pluvieuses. Et les gelées sont rares à Toulouse. Voilà une description un petit peu typique de ce qu'on peut appeler le climat local d'une ville. Et si on se concentre un peu plus, parce qu'on a parlé du type de surface, on pourrait rajouter à cette description très géographique et climatique finalement une description beaucoup plus urbanistique autour de l'étendue de la tâche urbaine de Toulouse. Vous savez que Toulouse est une ville peu dense avec une extension urbaine assez importante. Et c'est une ville attractive et cette attractivité a fait que dans les dernières décennies, merci beaucoup, cette extension urbaine a grignoté une bonne partie des terres agricoles et des terres naturelles autour de Toulouse. Quand je dis Toulouse, je fais plutôt référence à Toulouse Métropole. Toulouse est organisée aujourd'hui en intercommunalité. Donc la commune de Toulouse et 37 communes alentours. Mes recherches portent sur les questions de surchauffe urbaine. Et ces dernières années, il y a eu tout un pléthore d'outils de communication envers l'urbanisme opérationnel, les acteurs de l'urbanisme opérationnel et les professionnels autour de ces questions de surchauffe urbaine, avec des guides qui ont été publiés par l'ADEME, comme je vous présente ici à gauche. Il y a eu des grandes villes qui ont travaillé aussi des guides, autour des guides méthodologiques, il y a eu des événements, etc. Mais de quoi parle-t-on quand on parle de surchauffe urbaine? À quoi ça fait référence? La surchauffe urbaine fait référence à une augmentation excessive de la température dans les zones urbaines qui vient dégrader les conditions d'habitabilité de ce territoire pour les êtres vivants. Voilà. Et je tiens à souligner cette question des êtres vivants, puisque nous ne sommes pas seuls dans cette planète et non plus dans les villes. C'est-à-dire cette question de surchauffe urbaine, c'est un problème pour les humains et les non-humains, y compris la végétation, etc. Quelles sont les causes? Il y a essentiellement deux causes. Une, c'est l'évolution climatique de long terme, le dérèglement climatique qu'on est en train de subir, puisque les villes, elles font partie d'un système climatique global, et ceci avec deux types de rôles.
un rôle très actif, c'est-à-dire les villes sont des lieux à forte concentration d'émissions de gaz à effet de serre et elles vont contribuer à ce dérèglement climatique. C'est pour cela qu'il est nécessaire de mettre en place des politiques d'atténuation, c'est-à-dire des politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais les villes sont aussi des lieux de concentration de la population, des biens et des services. Ce sont des territoires particulièrement vulnérables et donc des politiques d'adaptation et de résilience climatique sont aussi mises en œuvre et nécessaires. Je ne sais pas si vous avez entendu des objectifs d'atténuation pour la France en termes de température et des seuils de température, et aussi des objectifs ou des seuils en termes d'adaptation. Et souvent, ne sont pas les mêmes. Est-ce que vous connaissez quels sont l'horizon à ne pas dépasser en termes de dérèglement climatique, en termes de température moyenne globale? Qui peut me le dire? Quels sont les objectifs, par exemple, de l'accord de Paris vis-à-vis de 1,5 degré, c'est-à-dire 2 degrés, voire, si possible, 1,5 degré. Pardon? Jamais. À ne pas dépasser les seuils de sécurité, ce qu'ils nous disent la recherche en géosciences, en biologie, etc., c'est que la zone des dangers est quand l'augmentation de température par rapport à l'époque pré-industrielle, elle dépasse 2 degrés et qu'idéalement, il y a déjà beaucoup d'impact, surtout dans les territoires insulaires, et idéalement, si on était à 1,5, ça serait mieux. Mais cette année dernière, le gouvernement français a publié un plan d'adaptation, il a été très médiatisé, à 4 degrés. Je ne sais pas si vous avez connaissance de ça, mais pourquoi la France programme un plan d'adaptation à plus 4 degrés? Qui peut me dire? Voilà, tout à fait. Parce que quand on communique sur les questions des atténuations, des gaz à effet de serre, etc., ces seuils des 2 degrés, c'est à l'échelle planétaire et le réchauffement est beaucoup plus accentué dans les terres. Et en plus, nous ne sommes pas encore sur une trajectoire des 2 degrés. Donc les impacts espérés pour le territoire français en fin de siècle sont bien des plus 4 degrés. Je vous parle beaucoup des températures, mais juste pour donner très rapidement un éventail de possibles impacts attendus et des impacts déjà observés sur les villes françaises. Donc, je vous ai parlé d'un réchauffement général et une évolution de la pluviométrie lente, c'est-à-dire au cours du siècle, mais aussi plus d'événements extrêmes, c'est-à-dire on parle des canicules, on parle des précipitations intenses. Et les problèmes de surchauffe urbaine, elles vont surtout se présenter sur la période estivale et en particulier sur ces conditions caniculaires. Pour les villes côtières, nous avons déjà des problèmes de submersion marine et des salinisations de la nappe phréatique, c'est-à-dire les eaux marines vont pénétrer dans les eaux douces, elles vont les saliniser et vont les rendre impropres à la consommation. Et aussi, la montée du niveau de la mer pose aujourd'hui pas mal de problèmes d'érosion des côtes et de planification en fait, urbaine sur les zones côtières. Et puis finalement, peut-être un impact moins connu, qui est celui des effets des mouvements des sols argileux. Pour les villes situées comme Toulouse sur des zones argileuses, il y a un phénomène qui s'appelle le retrait et gonflement des argiles qui va déstabiliser en fait la solidité du sol et qui va impacter, on va le voir, ces structures, que ce soit les bâtiments ou les infrastructures routières ou ferroviaires. Je fais un focus juste très rapide sur cette question de changement climatique. Donc, il est déjà observé et observable à l'échelle de la France métropolitaine avec un réchauffement qui atteint déjà ces 2 degrés en moyenne. Ce réchauffement s'explique uniquement à travers des causes d'origine humaine
Et cela veut dire que le réchauffement climatique ou le dérèglement climatique, ce n'est pas un problème environnemental, c'est un problème de société, c'est un problème humain. Et c'est pour ça aussi que les sciences humaines et sociales ont un rôle très important à jouer à côté des autres sciences, les géosciences, etc. Et puis, pour la France, les projections futures situent effectivement le réchauffement attendu à la fin du siècle autour des 4 degrés. Et donc, c'est judicieux quand même de planifier, faire une planification climatique à cette hauteur-là, à hauteur des enjeux. Peut-être pour incarner un petit peu plus qu'est-ce que ça veut dire voilà, des fortes températures au niveau de Toulouse. Je réutilise ici voilà, un slide d'un collègue des Météo France. Je ne sais pas, la plupart d'entre vous peut-être étaient à Toulouse pendant l'été 2022. C'était un été particulièrement chaud avec la succession des 3 canicules, 3 vagues de chaleur. En particulier, la première était très impactante parce qu'elle était très précoce. Et puis, il y a eu une deuxième en juillet, une troisième en août, très très longue. Donc, pour ceux d'entre nous qui étions à Toulouse, je pense que ça a quand même marqué pas mal les esprits. Cette vague des chaleurs en termes de fréquence, donc je vous montre ici, pardon, j'ai oublié de le dire, la température maximale supérieure à 35 degrés. Donc aujourd'hui, par exemple, qui fait assez chaud, on arrive à peine à 33 degrés à Blagnac. D'accord ? Donc ceci, 35 degrés, c'est la température observée à les stations météorologiques des Météo France de l'aéroport de Blagnac, qui est les stations de référence pour Toulouse. Et donc, cette climatologie de l'été 2022 était assez similaire à celle observée en 2003, qui a été un peu une des grandes vagues de chaleur vécues en France avec beaucoup d'impact en termes de surmortalité. Je vous mets ici des chiffres, donc à peu près 15 000 personnes, c'était le bilan de surmortalité de la vague de chaleur de 2003. Comme vous le voyez, il y a eu beaucoup de choses faites en termes de cadre réglementaire, etc., des communications, plan alerte canicule, on va le voir. Et en 2022, donc presque 20 ans après, on est quand même en surmortalité à peu près 11 000 personnes. Ce sont les chiffres de Santé publique France. Dans un scénario avec une atténuation importante qui respecterait l'accord de Paris, on n'en est pas là, mais c'est quand même un objectif. Voilà les projections climatiques, ce que ça donne. Ben, voilà, cet été dès 2022, il reviendrait avec une certaine fréquence, mais il reviendrait, voilà. Si on se situe sur un scénario sans atténuation, avec une trajectoire vraiment croissante, je dois changer d'échelle, d'accord ? Et ce qui est projeté par les modèles des Météo France et les modèles climatiques, ce sont des étés avec des journées à plus de 35 degrés qui arriveraient pratiquement à dépasser la moitié de l'été. Voilà. Un été à 90 jours. Donc vous pouvez voir là, au niveau de la probabilité, c'est vraiment très dangereux parce que c'est exponentiel aussi. Si vous voulez aller plus loin, comme donc Clara l'a dit dans son introduction, il y a eu une première conférence qui était vraiment dédiée à toutes les questions des fonctionnements du système climatique à l'échelle globale, les projections pour la France, les projections pour l'Occitanie, qui a été faite par Aurélien Ribes, qui est un chercheur du Centre national de recherche météorologique et que peut-être est disponible, je suppose, la vidéo. Et dans son dernier slide, il pointait pour aller plus loin sur ces documents-là. Moi, je vais maintenant me concentrer plus sur la deuxième cause de cette surchauffe urbaine, qui est la création par les villes de son propre microclimat. C'est-à-dire les milieux urbanisés, elles vont modifier les caractéristiques de la surface urbaine d'une manière tellement profonde qu'elles vont créer des phénomènes météorologiques spécifiques aux milieux urbanisés, en modifiant la topographie, les échanges de chaleur,
les composés chimiques et le cycle de l'eau, elle crée un îlot de chaleur urbain. C'est le phénomène météorologique urbain les mieux étudié, les plus documentés, peut-être aussi le plus connu du grand public. On fait référence à un îlot de chaleur urbain quand on observe une augmentation de la température, une température qui est plus forte sur les zones urbanisées que sur les zones rurales. Il est causé en fait par le pillage du rayonnement solaire, l'emmagasinement de la chaleur par les matériaux urbains, et cette chaleur, elle est restituée pendant la nuit. Mais les villes, elles créent aussi des brises, puisque un dôme de chaleur va faire un appel d'air. Vous voyez ici une image qui montre en fait une cellule convective, c'est ce qu'on appelle une brise urbaine. Et cette cellule convective, en faisant monter les masses d'air, vont créer parfois, si les conditions sont favorables, de la précipitation. Dans les villes, sur certaines conditions, sont aussi génératrices et créatrices de précipitations. Les villes, elles vont modifier très profondément la formation des nuages, des brouillards, et en fonction de comment le bâti est orienté, elle va fortement aussi modifier les flux de vent. Je vais passer un petit peu de temps juste sur l'îlot de chaleur urbain, parce qu'on en parle beaucoup, mais quand on s'intéresse à la surchauffe urbaine, on va aussi parler des stress thermiques, et on va le voir juste après. En fait, l'îlot de chaleur urbain, c'est un phénomène qui est essentiellement nocturne, comme je l'expliquais, puisqu'il nous donne uniquement une information sur la différence de température entre le centre et la périphérie. Il ne nous dit pas s'il fait chaud ou il ne fait pas chaud. Il y a un îlot de chaleur urbain aussi en hiver, et en hiver, il peut être même un peu intéressant pour économiser du chauffage. Mais c'est quand même un indicateur important, puisque c'est en quelque sorte la signature de l'urbanisation dans la température de l'air. Et c'est à travers l'urbanisation qu'on peut agir sur le microclimat local. C'est un paramètre important aussi parce que c'est la température de l'air nocturne qui va piloter la capacité des bâtiments à descendre en température la nuit. Et donc, il va avoir un impact sur notre capacité à se reposer, des impacts sur la santé. Je vous donne des chiffres là pour Paris, par exemple, qui est la ville en France, on va le voir, qui a l'îlot de chaleur urbain les plus intenses, avec une intensité moyenne en température de l'air des plus 3 degrés, qui vont se rajouter, par exemple, dans les nuits qu'on appelle tropicales, les nuits à plus de 25 degrés, plus 3 degrés, plus 4 degrés. Pour des situations caniculaires, ce sont aussi des situations favorables à un fort îlot de chaleur urbain. Ça peut arriver jusqu'à plus 12 degrés à Paris. Mais l'îlot de chaleur urbain ne se produit pas tous les nuits. Il y a un cycle journalier, mais il faut des conditions favorables à sa formation, en particulier des situations avec des très faibles vents, très ensoleillés et qui n'y ait pas de précipitations. Le problème, c'est que c'est aussi des situations favorables aux canicules. En fait, je vous montre là dans cette figure deux graphes. Une pour l'îlot de chaleur urbain nocturne, où vous voyez qu'il y a un contraste entre les centres urbanisés ou les milieux urbanisés et les zones les plus naturelles ou les zones même à l'intérieur de la ville mais végétalisées. Cette signature dans la température de l'air, on ne la voit pas, on la voit très peu, puisque l'air pendant la journée, il est très turbulent, il est très mélangé, et donc si on met un thermomètre, peu importe qu'on le mette ici ou de l'autre côté de la rue, il va afficher la même température de l'air. Donc la température de l'air, ce n'est pas un bon paramètre pour parler de température pendant la nuit, pendant la journée, et on va plutôt utiliser, pour caractériser la vulnérabilité à la chaleur diurne, le stress thermique. Il y a différents paramètres, différents indicateurs des stress thermiques, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on rentre en jeu d'autres variables atmosphériques que la température de l'air, aussi l'humidité, le vent, la température qui est rayonnée par les surfaces,
que ce soit des bâtiments ou la chaussée. Et en fonction du type d'indicateur, il peut faire aussi jouer les types d'activités, le type de vêtements, si on est un homme, une femme, etc. Et donc, on va travailler, on va étudier, analyser les questions de surchauffe urbaine et pour faire pour essayer de faire des recommandations en termes d'urbanisation. On va faire des analyses sur l'îlot de chaleur urbain nocturne, mais aussi sur les conditions diurnes, ce qui est beaucoup plus compliqué. Il y a une question vraiment de variabilité spatiale dans l'interprétation de ces deux paramètres. L'îlot de chaleur urbain, je vous montre ici une carte pour Toulouse, il va s'interpréter à l'échelle de l'îlot, à l'échelle des quartiers. La température, elle va varier à cette échelle spatiale-là. Tandis que les conditions de confort thermique la journée, à travers des indicateurs de stress thermique, ils vont être très micro-locales. Vous pouvez faire l'expérience. Sur une même rue, si vous vous placez au soleil ou que vous vous placez à l'ombre, les ressentis, il est vraiment très différent. Et donc, c'est très important, puisqu'on parle souvent d'îlots de chaleur urbain et des îlots de chaleur urbain, quand en réalité, on parle de confort thermique et ils ne se caractérisent pas pareil le jour que la nuit. Pour vous donner peut-être quelques chiffres plus toulousaines, l'îlot de chaleur urbain à Toulouse, il est présent à peu près une cinquantaine de nuits avec plus de 2,5 degrés sur l'année. Il peut être en fin de nuit autour de 4 degrés et un peu le record qui a été mesuré à Toulouse, et je parlerai juste après du réseau qui permet de faire le monitoring à Toulouse, c'est un peu moins de 7 degrés. C'est autour de 6 degrés, c'est déjà un îlot de chaleur urbain important. Il est assez fort au printemps et à l'automne, avec des pics autour des 5 degrés, des 3 degrés. Est-ce que quelqu'un peut, je ne sais pas, me dire pourquoi il est fort au printemps ou à l'automne? Oui. En moyenne, c'est-à-dire en moyenne par exemple sur l'été. 3 degrés d'intensité. De plus que, par exemple, en centre-ville de Paris, on va par exemple mesurer la différence de température entre le centre-ville de Paris, Paris Intramuros par exemple, et l'observatoire de Montsouris. Et on observe une différence de température moyenne sur l'été de 3 degrés. Je vais vous montrer juste après comment on l'évalue. Voilà, c'est une mesure relative. C'est pour ça qu'elle nous sert peu à caractériser la surchauffe urbaine, elle nous sert à réfléchir l'urbanisation, mais elle nous dit rien en quoi c'est confortable ou inconfortable. Il y a une question également là. Oui, c'est ce que je voulais dire. Expliquer précédemment. C'est que l'îlot de chaleur urbain, c'est une température relative, c'est-à-dire c'est la température de l'air, mais c'est la comparaison entre deux points. C'est la température urbaine moins la température dans un point dans le rural. Je vais vous montrer après comment on le calcule pour Toulouse. D'accord? Entre quels points? Par exemple, entre le centre-ville de Toulouse et la forêt des Bouconnes. Pendant la journée, on va plutôt s'intéresser à un indicateur qui agrège d'autres variables, c'est-à-dire qui met en jeu aussi s'il y a du vent ou pas, s'il y a un très fort degré d'humidité. Par exemple, tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un qui venait de Rio de Janeiro. Je ne sais pas si vous avez vu, mais en décembre dernier, ce qui correspond à l'été au Brésil, il y a eu pas mal de décès avec des très forts problèmes d'inconfort thermique parce que l'humidité était pratiquement de 100%. Donc le degré d'humidité est très important dans le ressenti thermique. D'accord ? Donc quand je vous parle ici, je vous montre juste la carte pour Toulouse pour vous donner quelques chiffres en termes de
Distribution spatiale, ce qu'on voit, c'est que la commune de Toulouse est fortement impactée par l'îlot de chaleur urbain, que les centres-villes des communes de la première couronne, Balma, Blagnac, Colomiers, Tournefeuille, etc., ils sont aussi impactés avec un îlot de chaleur urbain fort, au-delà de 3 degrés. Oui. Non, non, ce n'est pas la température de surface, c'est la température de l'air. Mais c'est une mesure relative, c'est la température de l'air. Voilà. On peut aussi caractériser la température, l'îlot de chaleur urbaine des surfaces à travers la température de surface. J'ai pensé que c'était peut-être un peu compliqué, mais vous faites bien de me poser la question. Je vous montre ici. Donc, en pointillé, c'est la température de l'air. Et en très plein, c'est la température de surface mesurée, par exemple, par un capteur aéroporté. On voit souvent que les villes font de la planification à travers de la température de surface, mais ce n'est pas un bon indicateur pour caractériser les questions de stress thermique et de confort thermique la journée. Les deux mesures, elles se rapprochent pas mal pendant la nuit. Et donc, un îlot de chaleur urbain caractérisé à travers des températures de l'air ou à travers des capteurs de température de surface peuvent faire un peu la même lecture du territoire, mais ce n'est pas du tout le cas pendant la journée. Dans les capteurs, les capteurs de température de surface vont avoir une surévaluation de l'intensité de l'îlot de chaleur urbain et des températures en particulier. J'ai répondu à la question ? Oui. Dites-moi. Rien à voir. D'accord. Moi, je ne dirais pas que ce n'est pas un bon indicateur. Je dirais que la température de l'air et les mesures atmosphériques sont un meilleur indicateur pour évaluer les impacts et faire le lien avec les impacts de santé. C'est-à-dire pendant très longtemps, on a utilisé, parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens, les villes en France ne sont pas dotées des réseaux très denses d'observation météorologique. Et donc, la donnée dont on disposait, et la donnée qu'on a utilisée pendant quelques temps pour faire ce lien entre impact des températures de surface urbaine et mortalité, a été effectivement les données satellitales ou les données aéroportées. Aujourd'hui, on sait que de plus en plus, on se dote des réseaux de mesure des températures, mais pas que, d'humidité, de vent, etc., pour pouvoir arriver à calculer des indicateurs de ressenti thermique. D'autant plus parce que les mesures aéroportées, elles ne voient pas trop la chaussée. Ce qu'ils voient avant tout, c'est les toits. Donc ils vont caractériser une surface que nous, on n'est pas en train de faire l'expérience. Oui, je vous propose de me laisser terminer ma présentation, sauf s'il y a quelques questions vraiment de compréhension. Il se peut, et d'autant plus que j'ai un accent espagnol, donc il ne faut pas, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair juste pour la compréhension, vous m'arrêtez, il n'y a aucun problème. Je termine juste ma présentation et après, parce qu'il y a quelques points de réponse que je vais vous donner vraiment à la suite.
Je voulais juste vous peut-être mettre en contexte qu'est-ce qui, voilà, un petit peu, je vous ai parlé de Toulouse, de Paris, mais bon, ailleurs en France, on a fait tout un travail très important de modélisation qui a été porté par les équipes toulousains, mais à l'échelle nationale. C'est-à-dire en 2012, le cadre réglementaire a imposé de faire des plans climat air, énergie territoriale, avec un volet adaptation et en particulier un volet diagnostic de la surchauffe urbaine, mais on n'était pas capable techniquement de produire des cartographies d'îlots de chaleur urbains. Voilà, les résultats que je vous montre ici, ils sont vraiment sont assez récents, ils sont quelques années déjà, mais cette capacité à le produire pour n'importe quelle ville en France, il est assez nouveau, ça date des années 2015-2019. Et donc, on a fait tout un travail en collaboration avec d'autres collègues, et en particulier Météo France a fait un très gros travail de modélisation pour évaluer, faire des cartographies d'îlots de chaleur urbains à partir de la modélisation microclimatique pour une cinquantaine de villes en France. Et cela nous a permis aussi de faire des typologies. Et je voulais juste vous la partager un petit peu pour voir comment Toulouse finalement se situe par rapport à d'autres villes françaises et aussi les typologies d'îlots de chaleur urbains. On a pu faire 5 groupes, ce qu'on appelle 5 clusters. Paris, elle est à elle toute seule un cas très particulier et très spécifique. Mais ensuite, il y a tout un groupe des villes qui est très, dont Orléans est très représentative et dont Toulouse appartient à ce cas-là. Ce sont des villes traversées souvent par une rivière ou par un fleuve avec un îlot de chaleur urbain avec une intensité assez forte mais assez aussi concentrée sur la commune centre. Il y a un deuxième groupe avec un îlot de chaleur urbain aussi assez important mais plutôt découpé ou plus linéaire qui suit en fait la configuration souvent du terrain, de la topographie ou même puisque l'urbanisation suit peut-être les linéaires des routes, etc. La ville de Metz, par exemple, c'est un bon exemple. Il y a une troisième catégorie avec des villes comme Lorient qui ont des petits îlots de chaleur urbain et puis une dernière catégorie que je ne vous montre pas ici parce qu'elle n'est pas très intéressante dans le sens où il n'y a pas forcément d'îlots de chaleur urbain, d'autant plus que ce sont des petites villes côtières et donc qui bénéficient d'une brise marine qui va en fait effacer cette signature thermique. Il y a eu tout un travail de collaboration avec France Télévisions et en termes de publication et d'analyse des données, ils avaient sorti un rapport qui a été assez médiatisé, assez intéressant, où ils utilisaient nos données pour faire des croisements de ces styles-là. Donc des graphiques où on va montrer l'intensité des îlots de chaleur urbain par rapport à la population. Vous pouvez voir que Toulouse, par rapport à la population, c'est des villes qui a l'îlot de chaleur urbain le plus fort. Et ils ont fait aussi tout un tas d'analyses. Je suis assis ici juste deux pour illustrer, pour voir quel pourcentage d'habitants de la commune centre est exposé à quelle classe des températures. On essaye, en tout cas, on a fait des recommandations depuis l'équipe de recherche dans la manière dans laquelle on représente les classes d'intensité. En fait, on considère que l'exposition à l'îlot de chaleur urbain est fort à partir de 3 degrés. À partir de 6 degrés, et Paris est la seule ville qui présente des intensités d'îlot de chaleur urbain au-delà de 6 degrés. Des intensités négligeables, donc ici en jaune, pour les franges entre 0 à 2 degrés, et une frange très fine, des 2 à 3 degrés, qui est représentée ici en orange, on appelle les zones à basculement. C'est-à-dire les zones où aujourd'hui on ne peut pas dire qu'ils présentent une exposition forte à l'îlot de chaleur urbain, mais si on ne fait rien, si on ne prête pas attention, probablement ils vont basculer très vite sur des valeurs fortes. Je n'ai déjà parlé un petit peu en termes des risques des surchauffes, en termes de santé,
en termes de sécheresse également, puisqu'il dit augmentation de température, dit ici aussi augmentation de d'évaporation. Et cela est très important, puisque une des principales stratégies d'adaptation à la chaleur en milieu urbain, c'est la végétalisation, la plantation d'arbres en particulier. Et donc cette plantation d'arbres doit être accompagnée aussi d'une politique de l'eau voilà, très coordonnée. Je vous ai parlé du retrait et gonflement des argiles, mais il y a aussi de plus en plus de risques d'incendie. On n'en parle pas beaucoup en France, mais tous les étés, vous voyez à la télé des problèmes de feu au Canada, etc., aux États-Unis, autour des grandes villes. Et puis, un risque très marqué, c'est celui de la surconsommation énergétique, puisque, voilà, on l'a dit, on essaye de faire des efforts pour émettre moins de gaz à effet de serre, donc faire une décarbonation de notre économie et de nos activités. Mais l'implantation des climatiseurs va complètement à l'encontre de cette politique d'atténuation climatique, et elle va même à l'encontre de la propre adaptation à l'îlot de chaleur urbain et à la surchauffe urbaine, puisque les climatiseurs, ils vont déplacer l'air, ils vont climatiser l'intérieur des bâtiments, mais ils vont réchauffer l'extérieur en créant un cercle vicieux. Il faut, voilà, on rafraîchit à l'intérieur, on réchauffe l'extérieur, du coup il faut rafraîchir, etc. Et cela crée voilà, des coûts importants de consommation énergétique, mais aussi des problèmes de justice sociale, puisqu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens ou qui ne veulent pas installer un climatiseur. Et donc, c'est un exemple qu'on met toujours comme un exemple clair de maladaptation dans les milieux urbanisés, quand c'est utilisé bien sûr au niveau individuel. Il y a des bâtiments que bien sûr il faudra toujours climatiser, et cela est important pour voilà, des bâtiments publics et des bâtiments mutualisés. Donc, dans la mesure du possible, voilà, essayons d'adapter le bâtiment, d'utiliser d'autres stratégies d'adaptation plutôt que la climatisation individuelle. Au niveau du cadre réglementaire, il y a eu une évolution très forte du cadre réglementaire et législatif national, accompagné avec différents accords internationaux que la France a signés. Et il y a eu une territorialisation progressive des politiques climat-énergie et une émergence de cette question de l'adaptation climatique. Et en France, les politiques climatiques se coordonnent à deux échelles. Il y a des mesures urgentes autour du plan national canicule qui a été mis en place après la vague de chaleur de 2003, qui est coordonné par le système d'alerte canicule et santé à travers Santé publique France et Météo France, qui donnent les alertes. À l'échelle, donc ceci est une politique nationale, mais à l'échelle des communes, quand il y a une alerte canicule, il y a différentes actions qui sont menées. Et ensuite, des interventions à plus long terme via la planification spatiale réglementaire, le plan local d'urbanisme intercommunal notamment, et son articulation avec le plan climat, air, énergie territoriale, qui est un document qui est dédié aux questions d'atténuation et d'adaptation climatique et de qualité de l'air. J'allais faire pour terminer un focus sur Toulouse, puisque Toulouse est une ville dans laquelle il y a tout un historique de production des connaissances autour du climat urbain, du climat global aussi, avec tous les chercheurs de Météo France qui travaillent autour du GIEC, etc. Mais il y a aussi plusieurs laboratoires qui travaillent sur les questions des climats urbains. Il y a eu plusieurs programmes de recherche dédiés depuis 2004. Donc maintenant il y a une vingtaine d'années. Il y a un article scientifique, mais en français, et qui a été porté par Geneviève Bretagne, qui est une chef de projet de l'agence d'urbanisme ici de Toulouse, qui explique, et qui me semble, je vous le donne comme référence, parce qu'il fait un petit peu toute l'historique de collaboration entre recherche et collectivités au cours de ces dernières 20 ans.
Dans les projets, ils ont commencé avec des objectifs très recherche fondamentale, avec des campagnes de mesure, des modélisations, etc. Et progressivement, des projets de recherche beaucoup plus construits et co-construits avec la collectivité, avec l'agence d'urbanisme, et qui ont permis une production des modélisations et des cartographies pour Toulouse, tout un travail en collaboration avec l'élaboration du précédent plan local d'urbanisme intercommunal, qui a donné lieu à un atlas, qui a donné lieu aussi à un guide de recommandations sur la prise en compte du climat dans la planification et l'aménagement urbain, et tous ces documents sont disponibles en ligne. L'Atlas climatique a été publié en collaboration avec l'agence d'urbanisme de Toulouse, et le guide des recommandations avec Toulouse Métropole. La deuxième étape, je dirais, en parallèle de tous ces projets, il y a eu une collaboration que je pense a été vraiment centrale, qui a été une thèse, la thèse de Guillaume Dumas. Je vous mets là à droite le titre, qui consistait à l'installation d'un réseau de monitoring. Voilà, entre les années 2018, 2019, 2020. Je vous montre ici une carte de Toulouse juste avec 5 stations. Ce sont celles qui permettent le calcul de l'intensité des îlots de chaleur urbains que j'ai pu mentionner et que je pourrais mentionner. En fait, comme je vous le dis, c'est une mesure relative entre le centre-ville, la température moyenne de ces 3 stations, et la température moyenne entre ces 2 points qui sont beaucoup plus loin, donc là, à côté de la forêt des Bouconnes et à Mondouzil. Mais ce réseau, aujourd'hui, il a 70 stations qui couvrent toute la métropole, toutes les communes de la métropole, et qui nous permettent en fait de faire un monitoring heure par heure et mois par mois. Je vous montre là un résultat sur l'année 2003 des maximums des îlots de chaleur urbains. Vous voyez que c'est plutôt effectivement en été que nous avons ces degrés de plus à la température de l'air, ce qui peut rendre très inconfortable les nuits caniculaires, mais aussi des valeurs plus fortes qui peuvent aussi apparaître sur d'autres saisons ou sur d'autres horaires, y compris peut-être parfois pendant la journée. Cela permet de faire des cartographies des îlots de chaleur urbains, et comme je vous l'ai dit, l'îlot de chaleur urbain n'est pas présente toutes les nuits, et un travail a été fait d'identification des situations météorologiques propices à la formation de l'îlot de chaleur urbain. En particulier, je vous montre différents types de situations, mais celle qui est voilà, la plus problématique, c'est une situation d'été, dont pendant la nuit, il y a un petit vent qui vient du nord-ouest, mais qui est assez faible et qui voilà, permet en fait cette surchauffe pendant la journée qui est restituée pendant la nuit. Donc voilà un petit peu la cartographie qui est aujourd'hui disponible, le monitoring qui est disponible sur l'Open Data des Toulouse Métropole, et qui sert à faire les cartographies que vous pourrez voir ou que vous pouvez peut-être déjà voir, puisque le plan local d'urbanisme intercommunal a été approuvé. Et donc, je trouve que cette étape de se doter d'un outil de monitoring et d'évaluation, en fait, des quantifications des questions microclimatiques, c'est vraiment très important pour pouvoir évaluer une politique, par exemple, d'adaptation à la surchauffe urbaine. Toulouse, je pense qu'il y a, en plus, peut-être, je ne l'ai pas dit, mais de l'originalité de Toulouse dans cette mise en place d'un réseau. Toulouse, ce n'est pas la seule ville en France qui a un réseau de monitoring des îlots de chaleur urbain ou du microclimat urbain. Il n'y en a pas beaucoup en France. Il y a aussi Rennes, Dijon, Grenoble, Paris, un petit réseau également. Mais ces réseaux-là souvent appartiennent à l'académie, c'est-à-dire aux équipes de recherche. À Toulouse, le pari qui avait été fait à travers la thèse de Guillaume Dumas et le travail fait avec la direction de l'environnement était de créer des vraies compétences au sein de la collectivité, de déployer eux-mêmes
le monitoring et aujourd'hui, du coup, une internalisation de l'expertise en climatologie urbaine qui vient se faire très, très récemment avec toute la restructuration qui a été faite autour de la direction climat et transition écologique et la direction générale des hautes transitions, avec voilà, une internalisation de cette expertise. Donc, il y a Guillaume Dumas qui a été embauché comme coordinateur d'un certain nombre d'activités pour donner de l'appui en fait, à tous les services de la métropole, en particulier les opérations d'aménagement. Les écoles, toutes les activités de renouvellement urbain. Il y a une cellule du coup des 4 personnes aujourd'hui qui travaillent sur ces questions de surchauffe urbaine à la métropole et une politique d'adaptation qui s'appelle Toulouse plus fraîche a été mise en place, dont l'objectif en fait c'est d'implémenter les différentes solutions qu'on peut avoir à notre portée pour essayer d'une part de réduire les conditions de stress thermique dans l'espace public et dans les espaces intérieurs, mais aussi de ne pas exacerber ou préserver, en tout cas, les zones de fraîcheur actuelles. Donc, je vous donne là un peu les trois grandes catégories des solutions telles qu'on les classifie normalement. On va parler plutôt des solutions vertes quand elles font intervenir des solutions fondées sur la nature, que ce soit sur le végétal, on en a déjà parlé, les arbres, à travers l'ombrage, à travers l'évapotranspiration, ce sont des climatiseurs naturels, la présence d'eau et toutes les solutions autour de l'eau, que ce soit de l'eau naturelle, le canal, la Garonne, mais aussi des fontaines, que ce soit ludiques ou les points d'eau potables. Il y a toute une batterie des solutions grises qui rassemblent les solutions techniques relatives aux infrastructures urbaines, donc les revêtements, tout le travail de mobilier urbain, toute la réflexion autour de la forme urbaine. Quels sont les vents à Toulouse, quelles sont les possibilités, les potentiels en fait, des brises à Toulouse et comment il faut orienter les bâtiments et les nouveaux bâtiments en particulier pour ne pas freiner ces brises-là. Et puis tout ce qui a à voir avec les solutions qu'on appelle des solutions douces, qui relèvent des comportements et de la gestion urbaine, de comment les acteurs de l'urbanisme aussi s'organisent pour gérer et pour faire face aux événements caniculaires. Les objectifs en fait, des solutions de rafraîchissement urbain, il y en a. C'est pléthorique. Voilà, dans ces 3 catégories, vous allez trouver des plus low-tech, des plus high-tech, etc. On pourra discuter après. Mais les objectifs, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut minimiser les surfaces artificielles, parce que c'est ces surfaces-là qui vont, d'une part, emmagasiner la chaleur pendant la journée, et d'une autre part, ne pas permettre à l'eau de s'infiltrer. Et l'eau, c'est une ressource aussi des rafraîchissements par l'évaporation. Il faut réduire l'impact de l'ensoleillement, que ce soit à l'intérieur de bâtiments, en leur dotant des protections solaires plutôt extérieures. Ici, dans ce bâtiment, on a plutôt des stores, mais intérieurs, en mettant des casquettes, en ayant une bonne isolation, en particulier une isolation extérieure. Mais cette réduction de l'impact de l'ensoleillement, il peut se faire aussi à l'échelle du espace public, que ce soit à travers les arbres, à travers des dispositifs d'ombrage, des pergolas, des voiles d'ombrage, etc. Rafraîchir par le vent à l'échelle de bâtiments en permettant une ventilation naturelle de bâtiments, et à l'échelle de la rue, et ça c'est vraiment beaucoup plus difficile de le faire dans l'espace public parce qu'on connaît mal les champs de vent et comment la ville modifie. Il faut des simulations numériques. C'est compliqué à cartographier le vent à une échelle fine, mais le vent, c'est vraiment un très grand atout pour garantir un certain confort thermique. Et puis finalement, réduire les rejets des chaleurs, notamment des climatiseurs, comme je l'ai déjà mentionné juste avant.
Donc juste pour finir, et il me reste vraiment deux slides, quelques tests et mise en place des solutions de rafraîchissement urbain. Il faut dire que Toulouse Plus Fraîche a été conçu en 2 étapes. Une première étape en 2023, très expérimentale, dont l'idée pour les équipes de Toulouse Métropole était de tester localement l'efficacité de certaines solutions, puisque les questions d'adaptation, l'efficacité des leviers d'adaptation dépend vraiment de du lieu dans lequel on installe, comment on configurer l'espace, etc. Et donc, il y a eu une première démarche d'une année de tester différentes solutions d'ombrage, de tester différentes solutions autour des peintures, par exemple, comme je vous montre ici le haut des Carmes ou du marché Victor Hugo, de faire des tests aussi avec un albédomètre des types de revêtements pour les chaussées. Et à partir de cette année, donc entre Toulouse Plus Fraîche, il me semble, si je me rappelle bien, et le cours de 2023 à 2030. Et donc l'idée, c'était d'avoir cette première phase expérimentale en 2023 et essayer d'implémenter petit à petit à travers l'urbanisme opérationnel ces solutions et essayer aussi d'avoir des directives très claires et très concrètes et très chiffrées sur l'efficacité de certaines mesures. Donc, juste, je termine parce que c'est mon dernier slide et comme ça, on va pouvoir passer, si vous voulez bien, on pourra revenir, il n'y a aucun problème. Donc, je vous ai parlé de l'intégration et la réflexion des questions de surchauffe urbaine à travers le plan local d'urbanisme, la planification à long terme, mais aussi le renouvellement urbain. C'est un processus que, comme je l'ai dit, c'est une injonction aujourd'hui qui est inscrite dans la loi et c'est obligatoire. Mais c'est aussi très long. Voilà, le renouvellement urbain, une ville se renouvelle sur elle-même à l'échelle du siècle. C'est-à-dire c'est un travail qu'il faut faire, qu'il ne faut pas abandonner, bien sûr, mais d'autres actions complémentaires, peut-être plus agiles, qui s'appuient sur l'existant, doivent être aussi mises en place. Et je voulais, sur mon dernier slide, vous parler d'une initiative des recherches, de tout un chantier de recherche qui s'initie cette année à Toulouse avec différentes équipes, une équipe très interdisciplinaire, autour des réseaux publics d'espaces refuges. Je vous montre ici l'exemple de Barcelone, parce que je n'ai pas encore des résultats suffisamment aboutis sur Toulouse pour vous le montrer, mais je pense que vous entendrez parler dans les mois et les années à venir, parce qu'on a lancé pas mal quelques actions là-dessus. Qu'est-ce que c'est un espace refuge ? En Espagne, on appelle ça les refuges climatiques. Mais un espace refuge, c'est un espace intérieur ou extérieur où on vient trouver du réconfort quand il fait froid ou chaud ailleurs. Et ce qui nous semble très intéressant sur ces types de dispositifs de mise en réseau d'espaces publics, et en particulier, nous, on va s'intéresser dans notre travail surtout aux espaces intérieurs, c'est qu'ils s'appuient sur des équipements de proximité. Les bibliothèques, les centres des SMJC, par exemple, les écoles, les marchés, etc. Et le fait de le faire comme Barcelone l'a fait d'une manière participative, ce travail avec la population à l'échelle du quartier permet aussi de travailler quelque chose qui est très important aujourd'hui et qui est un vrai frein à l'action, et y compris à l'action individuelle, c'est cette déconnexion entre ce qu'on sait et ce qu'on fait, le fait que le changement climatique, à l'échelle individuelle, parfois nous paraît et nous semble un problème démesuré qui est un peu étranger à nous ou qu'on n'arrive pas à le rendre très tangible. Le fait de travailler sur l'adaptation d'équipements publics, de pouvoir participer et réfléchir à l'adaptation d'un bâtiment et d'un espace public peut-être autour de ce bâtiment, nous permet à nous tous, comme société, de rendre tangible qu'est-ce que ça veut dire les impacts du changement climatique pour Toulouse, quels sont les risques, comment on s'adapte, quels sont les moyens d'adaptation, comment ça je peux peut-être le traduire chez moi, etc. Et donc, ce qui nous intéresse dans ces chantiers de recherche, c'est évidemment continuer à travailler pour améliorer les politiques de résilience climatique sur le territoire, mais aussi cette question de la communication, de la compréhension, comment on s'approprie tout et chacun les questions d'adaptation au changement climatique.
Donc voilà, dans cette présentation, j'ai essayé un petit peu d'introduire toutes ces notions qui recouvrent le champ lexical autour du concept d'îlot de chaleur urbain, et je vous remercie vraiment pour votre attention. Merci. Alors, merci beaucoup pour la présentation. On va commencer, donc il nous reste à peu près 3/4 d'heure de questions. On va essayer de faire plus de prendre 2 ou 3 questions à chaque fois. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà des questions à poser? Ouais. Merci pour votre présentation. Une question qui est peut-être un pas de côté par rapport à votre discipline, mais qui m'intéresse moi en tant qu'anthropologue. Je voudrais savoir jusqu'à quel point aujourd'hui on peut prévoir l'adaptation de l'homme à un réchauffement climatique. Voilà, hypothétique mais raisonnable. Alors du coup, moi, ça concernait le slide qui présentait les tests pour des solutions de limitation d'îlots de chaleur urbains. J'aurais aimé savoir si ces tests-là ont été validés et en quelle mesure ils impactent positivement du coup ces îlots de chaleur urbains. Si on a des chiffres concrets, je pensais notamment à la peinture sur les toits. Merci. Oui, voilà une question par rapport à la politique de construction urbaine ces dernières années, où on assiste quand même à la multiplication d'immeubles très rapprochés les uns des autres, le quartier de la Cartoucherie et ailleurs. Et après, Toulouse Métropole va faire quelques petits gestes pour adoucir le problème. Donc je trouve que ça extrêmement contradictoire, parce que ces immeubles, enfin, près de chez moi, j'ai des immeubles, mais ils sont tellement rapprochés que je me dis ça va être une fournaise l'été, quoi. Donc après, on peut toujours proposer un petit geste pour localement améliorer, mais il faudrait peut-être cesser de construire à tour de bras des immeubles. Oui, en plus, oui. Je propose déjà de répondre à ces 3 premières questions. Donc la capacité de l'homme avec un grand H à s'adapter, je pense qu'elle dépend énormément d'où on parle en fait. Quel type de société, quel type de pays? Ce sont des pays du Nord. Ok. En France, donc effectivement, on voit qu'il y a les études des Santé publique France montrent qu'il y a de moins en moins des surmortalités ou même d'hospitalisation. J'ai juste parlé de surmortalité, mais les impacts de la chaleur sur la santé sont divers, de la fatigue, ça peut aller de la fatigue jusqu'à la complication des maladies chroniques, etc. Donc on voit qu'il y a une certaine adaptation, si on peut dire, mais le rythme du réchauffement est important. Et du coup, par exemple, dans les derniers rapports de Météo France, il n'est pas exclu des vagues de chaleur à 50 degrés avant 2030. Vous savez que Paris a fait un exercice très important de simulation qui s'appelait Paris 50 degrés. Nous avons eu, il y a quelques mois, un des porteurs de ce programme dans une conférence ici à Toulouse. C'est réaliste, c'est-à-dire 50 degrés, imaginez. 50 degrés, la climatisation ne marche pas. Il y a un problème d'efficacité des climatiseurs, etc. C'est des problèmes d'une autre ampleur et d'une autre échelle qui se posent. Et pour cela, il est très utile, par exemple, de regarder ce qui se passe un peu plus au sud, en particulier dans mon pays, qui est un pays qui ressemble pas mal en termes de niveau socio-économique à la France et des développements aussi. Mais par exemple, à Séville, qui est une des villes les plus chaudes de l'Europe, parfois, il y a des coupures d'électricité de plusieurs jours à cause de la chaleur. Et ils sont habitués à la chaleur. À Séville, il fait chaud depuis toujours. Mais voilà, il y a des niveaux de dépassement des seuils de sécurité pour les centrales au niveau électrique qui sont dépassés, des coupures du coup d'électricité qui durent plusieurs jours, ce qui génère des problèmes dans la chaîne de froid.
des problèmes d'accès aux médicaments, des problèmes, voilà, etc. Et donc, ce sont ces impacts en chaîne qui sont très dangereux et qu'on ne maîtrise pas du tout, puisqu'on n'est pas du tout habitué. Et puis, pour moi, il y a les risques vraiment des maladaptations, c'est-à-dire on a un niveau socio-économique élevé, on peut se permettre tous, pour une grande majorité, de s'acheter une petite clim, bloc clim, etc. Mais c'est aller droit contre le mur. Et ça, c'est pour moi un vrai challenge des pouvoirs publics, des pouvoirs médiatisés, communiquer, sensibiliser, etc. Parce qu'effectivement, c'est compliqué de mettre en place des mesures d'adaptation à travers l'urbanisme opérationnel, et ce qui est coûteux, laborieux, ça implique beaucoup de gens, etc. Si toute la population, ensuite nous mettons des climatiseurs qui expulsent de la chaleur. Voilà. Donc c'est une notion, je pense que ce qu'il faut, c'est pouvoir communiquer sur la notion, et on ne le fait pas du tout pour l'instant, des pollutions thermiques. On parle énormément des pollutions chimiques, et c'est très important, parce que c'est très important pour notre santé, mais la pollution thermique, elle existe aussi. Est-ce que moi, comme individu, je peux, voilà, parce que je peux me le permettre économiquement, de polluer l'air de tous, ou l'air en particulier de mes voisins, les plus proches, etc. Et c'est vrai qu'il y a une politique de décarbonation, en particulier du chauffage, à travers l'installation de pompes à chaleur, qui sont réversibles et qui sont des climatiseurs pour l'été. Et bon, moi, cet aspect, ça me pose vraiment question, et je pense que c'est vraiment quelque chose à traiter, même si à travers l'urbanisme opérationnel, on ne peut pas le faire. Peut-être que la collectivité, les pouvoirs publics ont d'autres moyens en termes, de la même façon qu'on fait peut-être, par exemple, de la sensibilisation sur le moustique tigre. Aujourd'hui à Toulouse, peut-être que des campagnes de sensibilisation autour de la question de l'installation des climatiseurs. Il y a d'autres solutions. Il y a les brasseurs d'air, par exemple, qui voilà, sont beaucoup plus économes en électricité et qui fonctionnent très bien aussi. Il y avait la question sur l'efficacité, sur la mesure, l'évaluation des différentes dispositifs un peu expérimentaux qui ont été mis en place l'été dernier. Donc, par exemple, pour les ombrières, je sais que l'équipe de Guillaume Dumas a fait des évaluations sur le ressenti thermique, c'est-à-dire un indicateur de stress thermique, comme j'ai dit tout à l'heure, et c'est à peu près 5 degrés de moins. Voilà, 5 degrés, ça semble peu, mais quand il y a 35 ou 40 dehors, bon, 5 degrés de moins, on le ressent, et je pense que c'est assez efficace. Si vous montez sur le parking des Carmes, la peinture qui avait été mise l'an dernier, elle est un petit peu usée, mais bon, on sent encore quand même, si on touche le sol, je n'ai pas des chiffres en tête, je ne me rappelle pas bien des mesures, et ça a été fait, mais nous avons une balade urbaine et autour du microclimat urbain qui monte jusqu'en haut du parking, et on peut faire l'expérience, on peut toucher les deux couleurs, et effectivement c'est assez efficace, et c'est aussi pour ça, il me semble, qu'il a été reconduit l'expérience, le pont Saint-Pierre aussi, il a été il me semble, beaucoup plus peint que l'an dernier. Donc je pense que c'est voilà, une politique qui s'étate, qui expérimente, je trouve ça plutôt bien. Effectivement, pour l'instant, c'est un peu de l'urbanisme acupuncture, c'est-à-dire par-ci, par-là, etc. Et ça me permet d'enchaîner avec la troisième question, qui parlait plutôt de l'injonction à la densité et à la densification. En fait, cette injonction à la densification, il faut la comprendre par rapport à un contexte plus global. Il y a d'autres objectifs que celui de la surchauffe urbaine quand on va réfléchir à l'urbanisation. Il y a d'abord la non-consommation des terres agricoles, c'est-à-dire on n'a plus aujourd'hui le droit en France pour les métropoles, il me semble, de s'éteindre à l'infini. Il faut vraiment avoir une réflexion de reconstruction de la ville sur elle-même le plus possible. Ceci veut dire densifier, et Toulouse, ce n'est pas une ville très dense. Cela répond aussi à des objectifs d'amélioration de la qualité de l'air et d'économie d'énergie, en particulier pour le chauffage, puisque voilà, en ayant des distances de transport plus modestes, on économise aussi voilà, de l'énergie, on émet moins de polluants, et il y a aussi tout un intérêt voilà, en termes d'économie d'énergie. Après,
c'est vrai que voilà, quelques jours dans l'année, et de plus en plus, la question va se poser, on a des niveaux d'inconfort importants. Et donc, cette réflexion, cette densification, il faut qu'elle soit réfléchie et qu'il y ait suffisamment d'espace de ventilation, de respiration, etc., pour permettre une certaine ventilation. Mais l'injonction à la densification, elle s'explique par d'autres objectifs qui sont aussi importants et qui se présentent tous les jours de l'année. Tous les jours de l'année. Et on l'a vu, en fait, chaque kilo de CO2 qu'on émet, ce sont des degrés en plus, et c'est un compteur. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'est très important. Alors moi j'avais une question qui est complémentaire de la précédente, c'est la perte d'attractivité. Quand est-ce que ça intervient? À partir de quelle température? Et voilà, quel est le temps de latence par rapport à... Bon, on a déjà constaté des grosses augmentations, donc, et on continue à construire, et c'est un peu angoissant. Donc si l'urbanisme est justifié effectivement par la lutte contre le réchauffement climatique, comment on fait quoi? Et donc à quelle échéance on commence à inverser un peu la vapeur de l'urbanisation, un peu de la densification? Oui, moi j'avais deux questions. Ici. La première, je ne sais plus si vous avez donné la réponse à pourquoi il fait plus chaud en printemps et en automne, enfin plus d'écart d'ICU printemps-automne qu'en été. Mais peut-être j'ai pas entendu. Et la deuxième, c'est est-ce que vous avez des exemples justement, en lien avec la question précédente, de villes relativement denses, peut-être même de la même taille que Toulouse, mais pas forcément, à la fois denses et avec un confort thermique dans l'espace public satisfaisant. D'accord. Je ne me rappelle pas la première question, je m'excuse. Ah oui. Voilà. Je n'ai pas des chiffres pour savoir quand. Mais effectivement, on le sait, les territoires où il fait très chaud, ils perdent en attractivité, que ce soit en lien avec le tourisme, en lien, par exemple, en attractivité. Toulouse est une ville très universitaire, très... qui est attractif du point de vue des cadres supérieurs, etc. Et il y a des choix aussi qu'on fait au niveau individuel, et on le sait, par exemple, dans les villes de l'Espagne où il fait très chaud, on ne va pas plus avoir des touristes l'été, etc. Nous avons un travail en cours avec des chercheurs de Sciences Po qui travaillent sur les rankings de villes en France, etc. Et c'est quelque chose qui nous intéresse effectivement. Mais je ne pourrais pas dire une température seuil parce que ça dépend énormément déjà des vécus des gens, de l'adaptation des gens, du niveau et la composition sociale de la ville et du maillage aussi du tissu. Mais on sait qu'il y a certaines régions en France qui deviennent de plus en plus attractives et qu'avant étaient peut-être plus voilà, dans un imaginaire un peu moins attractif de par leur climat pluvieux, venteux, etc. et qu'aujourd'hui deviennent plus attractifs. Mais voilà, je trouve que ces chantiers autour des rankings de villes, etc., peut être intéressant, mais je n'ai pas des chiffres liés au climat en soi. Ça dépend énormément de comment on communique aussi, de l'image positive ou négative qu'on donne de la ville et qu'est-ce qu'on veut mettre en avant et qu'est-ce qu'on veut montrer. Il y a une question de communication, que ce soit sur les réseaux sociaux ou institutionnels, qui est clé pour ça aussi. Et ensuite, oui, désolée, je vous ai lancé une question perche, etc. et j'étais déviée. Mon attention a été déviée au printemps et à l'automne. L'îlot de chaleur urbain, il est plus fort puisque la végétation aux alentours de la ville, elle a plus la capacité d'évapotranspirer, et comme c'est une mesure relative entre le centre-ville et la campagne, l'îlot de chaleur urbain peut être très fort, même si le niveau d'inconfort n'est pas très, très élevé. En fait, en été, ce qu'il faut voir, c'est que au fur et à mesure que l'été passe, la campagne s'assèche aussi et
l'intensité des îlots de chaleur urbains peut diminuer, mais les niveaux d'inconfort restent très inconfortables, que ce soit dans l'urbain, mais aussi pendant les canicules en campagne. Voilà. Et la dernière question était... Ah oui, oui. Alors, c'est compliqué parce que le climat local dépend énormément de la situation de la ville. Les villes espagnoles, par exemple, en général, sont beaucoup plus denses que les villes en France. Par exemple, Barcelone, qui est une ville tout à fait attractive, c'est une ville assez dense. Elle présente aussi des niveaux d'inconfort importants, mais de par sa position sur l'arc méditerranéen. Une ville assez dense et qui est très exemplaire, je dirais, du point de vue de la prise en compte des questions d'adaptation et climatique, c'est la ville de Vitoria, dans le Pays Basque. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle a été une des premières villes européennes vertes. Elle a eu en Espagne le premier plan d'adaptation au changement climatique, et c'est une ville qui a fait comme le choix de la densité, mais avec une présence très importante des parcs par habitant. Et c'est une ville qui est souvent montrée un peu comme exemplaire, mais en France, il y a peut-être d'autres exemples. Je sais qu'il y a Agen en politique aussi autour de l'adaptation qui est intéressant aussi par la végétalisation, etc. Merci. Merci pour votre présentation. C'était vraiment très bien. Moi, j'ai bien aimé tout simplement vos démonstrations. J'avais une question, en fait, par rapport à vos mesures. Ce sont des mesures locales, hein, c'est cela. Qu'est-ce que vous pensez? Parce que je sais que Guillaume Dumas a travaillé au niveau projet satellite, justement, pour l'identification d'îlots de chaleur urbains. Au niveau d'un projet qui s'appelait Thermocity, qui était aussi porté avec la métropole de Toulouse. Et en fait, là, on est sur des mesures locales et on parle d'autres villes. Hein. Vous avez montré les exemples d'autres villes, de Rennes, de Dijon, de Nancy, Metz, pardon. Que pensez-vous, en fait, de cet apport-là? Donc, on ne va pas être en mesure de température d'air, mais en température de surface, et comment ça pourrait vous aider pour justement en fait faire l'adaptation, en fait adapter les villes à ce réchauffement urbain et climatique. Voilà. Oui. Effectivement, il y a eu un programme très important qui s'appelait Thermocity, dont plusieurs villes en France ont participé. Pour voir le potentiel en fait de l'imagerie thermique à faire des cartes de vulnérabilité sociale à la chaleur. Voilà. Donc l'idée, c'était d'explorer quel était le potentiel d'une mesure en fait qui est très je ne peux pas dire facilement parce qu'il y a eu beaucoup de développements pour pouvoir mettre en orbite un satellite, etc. Mais c'est aujourd'hui, en tout cas, une mesure qu'en France est accessible à partir des différents capteurs, à différentes résolutions. Vous dites que non? Il y a Non, effectivement, en fait, c'était des mesures qui avaient été faites à partir de satellites américains, notamment, à une résolution, on était à 90 mètres. Donc, on n'est pas du tout sur une résolution, enfin, on est sur le quartier, mais on n'est pas au coin de la rue, tout simplement. Et voilà, côté CNES, en fait, on est en train de travailler sur un satellite qui a une meilleure résolution. Et par rapport à cet apport, donc effectivement, c'était des calculs de température de surface, oui. Et des croisements avec des données statistiques de l'INSEE par rapport à la vulnérabilité des personnes, par rapport aux revenus et là-dessus. Oui, je n'ai pas parlé des résolutions spatiales, mais effectivement, c'est très important. Il va y avoir une nouvelle campagne avec le capteur Trishna. Je suppose que vous faites référence à cette collaboration avec l'Inde. Ce que je voulais dire, c'est que la donnée thermique, donc à partir des données aéroportées ou satellitales, elle a été
en France accessible avant la donnée des températures de l'air et les cartographies des températures de l'air ou des stress thermiques. Et dans ce sens-là, elle était plus accessible. C'est tout un champ de recherche, ces potentiels de croisement. Et il y a dans la salle Tatiana qui fait son stage à l'ONERA, justement, avec Aurélie Michel sur les questions, et moi, aux listes sur les questions des croisements des données. Mais pour moi, ça relève encore de la recherche, de regarder voilà, le potentiel de ces données, puisqu'elles représentent une donnée des températures des surfaces, en particulier de la surface qui est vue depuis le ciel, ce qui n'est pas la rue, les parois, etc. Et nous n'avons pas aujourd'hui des approximations ou des équations suffisamment bonnes pour pouvoir remonter à la température de l'air. C'est-à-dire à partir d'une température des surfaces, calculer comment les bâtiments et la surface, c'est presque une modélisation, on a des modèles qui font ça, mais à partir de la donnée des températures de surface en elles-mêmes, voilà, il y a des limites à la donnée qui rendent difficile faire le raccourci sur la vulnérabilité sociale directement. C'est ça ce que je voulais dire. Je ne dis pas qu'elle est inadéquate, mais je pense et on sait que les mesures atmosphériques, elles permettent un meilleur lien d'évaluation sur les impacts santé. Oui, d'accord, j'avais pas compris le sens de la... Oui, bien sûr. Après, nous avons aujourd'hui des réanalyses atmosphériques aussi qui nous permettent de sortir des milieux urbanisés, qui nous permettent de sortir, mais effectivement la donnée satellitale elle a un grand potentiel, par exemple pour des territoires et qui ont des problèmes d'accès même à la donnée. Mais je dirais que personnellement, depuis la recherche en climat urbain, ce qui nous intéresse plus des données satellites, c'est plus la caractérisation de l'occupation du sol. C'est-à-dire voir s'il y a de la végétation, où sont situés les bâtiments, caractériser les matériaux, etc. Mais ça peut évoluer. Hein. Voilà, la recherche continue. C'est une donnée qui est disponible, cette question des températures des surfaces. Mais je dirais que le potentiel aujourd'hui sur les données satellitales, il est avant tout sur leur grande capacité à nous apporter des informations spatiales sur la forme urbaine et l'occupation du sol. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pour calculer l'écart. Parce que apparemment à Toulouse, j'ai pas compris pourquoi c'était le centre-ville qui avait été choisi. En fait, ça dépend par exemple de la forme de la ville. Donc, je vous ai montré deux cas différents, Orléans et Metz, qui est beaucoup plus rectiligne. Donc, on va réfléchir en fonction de si l'îlot de chaleur urbain est plutôt concentrique ou il est plutôt voilà, avec une autre forme. Il peut être en forme de V, par exemple, c'est le cas de Grenoble. Et donc, il y a différentes stratégies. On peut faire d'abord des modélisations pour voir la forme de l'îlot de chaleur urbain, comment il est, et donc placer les capteurs. On peut faire des campagnes de mesure, comme ça a été le cas à Toulouse. Par exemple, à Toulouse, on est allé progressivement, c'est-à-dire il y a eu en 2004 une première campagne de mesure, Capitoul, qui a duré 1 an. On savait à peu près la forme et l'étendue de l'îlot de chaleur urbain. On a fait tout un travail des typologies, des caractérisations de la surface urbaine en base à des typologies qui s'appellent les zones climatiques locales. Les zones climatiques locales, ce sont des typologies qui agrègent une forme du bâti avec une occupation du sol. Et ça fait sens pour nous du point de vue microclimatique, parce qu'on sait à peu près, on ne peut pas d'une manière quantitative l'évaluer, mais on sait à peu près le type d'impact que chaque forme urbaine et combinaison des densités, formes urbaines et occupation du sol va avoir sur le microclimat. Donc il y a eu toute une cartographie en zone climatique locale de Toulouse qui a été faite.
le réseau a été réfléchi par rapport à ça, et sur certaines zones où on avait des doutes, par exemple sur les coteaux et aussi sur les zones des Cornebarieux, etc., il y a eu, pendant la thèse de Guillaume Dumas, 2 campagnes de mesure avec une voiture instrumentée pour voir, parce que ce qui nous intéressait, c'était de voir les zones où il y avait des écarts forts de température aussi, pour identifier, parce que ça je ne l'ai pas dit, mais tout l'enjeu en fait, c'est d'identifier les zones en jeu, du point de vue là où il y a un phénomène qui est récurrent et différencier les zones pour aussi pouvoir différencier l'action du point de vue de la priorisation, par exemple. Et donc, voilà un petit peu les stratégies qu'on avait développées pour Toulouse, mais elle s'est fait souvent, voilà. Les réseaux peuvent évoluer au cours du temps en fonction des projets, en fonction des moyens aussi qu'on a pour évaluer l'efficacité. Et donc, on les place en centre-ville, parce que pour une ville concentrique, en centre-ville, on a les plus fortes températures, et à l'extérieur, dans les zones les plus loin de l'urbanisation, mais pas non plus à 100 km, parce qu'à 100 km, on a un régime de temps et de météorologie qui est complètement différent. Donc il faut un certain équilibre entre la distance et l'occupation du sol. Justement, suivant la question et sur les local climate zones, dans la thèse de Guillaume Dumas, il a aussi réfléchi du coup à la disposition de ces capteurs météorologiques pour que ce soit le plus optimisé en termes de diversité de morphologie urbaine et de couverture de la ville, j'imagine, c'est ça ? Oui, c'est ça. Le réseau s'est construit progressivement. Aujourd'hui, il me semble qu'il y a à peu près 70 capteurs. Il y a des capteurs qui sont permanents et des capteurs qui servent à faire un monitoring des opérations qui sont en cours. Donc, par exemple, à la cartoucherie, il y en a eu voilà, sur d'autres opérations. Et donc, on a commencé par une vingtaine de capteurs, et ensuite, on a enrichi le réseau avec des transects qui nous intéressaient pour faire des analyses particulières, que ce soit ou bien pour mieux connaître le microclimat toulousain, ou bien pour répondre, par exemple, à un besoin opérationnel. Par exemple, dans les zones commerciales et d'activité, on sait que ce sont des zones très fortement exposées pendant la journée, et du coup qui présentent une morphologie urbaine très ouverte, très exposée au soleil, avec des forts niveaux de stress thermique la journée. Et donc il y a eu une action spécifique sur ces zones-là, d'autant plus que ce sont des zones qui ont vocation à muter dans l'avenir. Donc c'est intéressant de faire un monitoring de l'avant pour éventuellement voir l'impact de la rénovation sur ces zones-là. Et donc, est-ce qu'on observe des différences de température et de comportement en température assez brutales en termes de distance ? Est-ce que ça peut vraiment être... je ne sais pas quels ont été les travaux de Guillaume, mais à quel point il faut avoir 2 stations éloignées pour avoir une donnée intéressante ? Oui, c'est dommage parce que j'ai pas ici une carte avec le réseau complet. Mais par exemple, on avait fait des mesures avec voitures instrumentées ici sur les coteaux, et la différence d'auteur sur une courte distance, effectivement, ça a un impact sur la température, sur une petite distance spatiale, on va dire. On a pu l'observer ici à l'est des Toulouse Métropole, et ensuite sur la zone des Cornebarieux, etc. aussi, il y avait pas mal de contrastes puisqu'on traverse un ruisseau, pas un ruisseau, mais une rivière, des zones végétalisées, etc. Et du coup, sur des courtes distances, effectivement, il y a eu 2 stations proches pour mesurer. Il y a, par exemple, quelque chose qui nous a posé problème, c'est la forêt des Bouconnes. Parce que la forêt des Bouconnes, on dirait comme ça dans la carte qu'elle est très homogène, mais en fait, parfois, il y a des coupes chaque X années. Et du coup, quand il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de rôle thermorégulateur non plus. Donc il y a eu tout un travail de réflexion autour de la forêt des Bouconnes
également. Donc la mutation rapide aussi des espaces va avoir un impact sur nos mesures, sur ce qu'on peut évaluer. Mais du coup, pardon, allez-y. Oui. D'accord. Si vous voulez avoir des cartes précises sur l'îlot des chaleurs urbains en 2018, à peu près, ça c'est un diagnostic pour 2018, par commune à l'échelle des îlots. Donc vous pouvez reconnaître voilà, votre pâté des maisons facilement. Vous pouvez le trouver dans cet atlas climatique. Les données qui sont dans cet atlas, oui, j'arrive. C'est juste pour avoir, parce que vous n'avez pas l'état initial. Le réseau est relativement récent. Et donc, dans cet atlas, vous trouverez l'intensité des îlots de chaleur urbains, à peu près en 2018, avec l'urbanisation de Toulouse en 2018, évaluée à partir des modélisations. Ensuite, il y a le réseau qui a été construit, une partie de ces données, mais il me semble que pas tous les capteurs sont sur l'open data, mais il y a Toulouse Métropole a un open data. Les données des capteurs sont disponibles, mais il me semble qu'aussi des cartographies des îlots de chaleur urbains. Et si ce n'est pas encore fait, il me semble que ça va être fait. Nous avons développé dans mon équipe des méthodes qui permettent de faire des cartes. D'ailleurs, c'est ce que je vous ai montré là. Ces cartes-là sont faites à partir du réseau actuel et elles évoluent tous les jours, tous les heures. C'est-à-dire, vous pouvez avoir il me semble que les données sont chaque 15 minutes. Voilà, vous avez des cartes. Cette carte-là n'est pas instantanée. Ça, il faut aussi en être conscient. C'est-à-dire, il faut un post-traitement de la donnée pour que la carte veuille dire quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène qui est récurrent, qui n'est pas juste dû à parce que il y a des vents, etc. Mais sur l'open data de la métropole, de l'observatoire de la métropole, il y a ces données-là et je pense que des cartographies sont aussi, vous pouvez les voir en ligne. Je pense que oui, mais il y a peut-être quelqu'un dans la salle qui peut confirmer. Voilà, je sais que les données brutes, mais après pas tout le monde sait cartographier des données, donc voilà, ils sont, mais normalement les cartographies, ils devaient être. Peut-être qu'on peut passer là-bas. Oui, bonsoir. Juste peut-être pour répondre à la question. Donc moi, je suis Nathalie Berthelier, je suis directrice générale aux transitions à la métropole de Toulouse. Et juste pour vous dire que nous sommes en train de concevoir en fait un observatoire métropole du climat et dans lequel il y aura des indicateurs, notamment des données qui seront issues de ces capteurs, mais pas que. Il y aura énormément de données. Et l'idée, c'est que cet observatoire soit accessible. Il y aura une plateforme avec des données accessibles au grand public, aux habitants, voilà, à la société civile. Et l'objectif, c'est ces indicateurs, c'est de pouvoir les centraliser en fait dans un outil numérique, de manière à pouvoir croiser les données, les communiquer à l'extérieur, cartographier, faire tous les croisements qu'on veut, voilà, et les rendre effectivement en partie publics. Alors, merci pour ces précisions. Et donc, juste normalement, notre objectif, si on y arrive, parce que c'est un gros projet quand même, parce qu'il y a beaucoup de données qui seront dans cet observatoire, c'est de le rendre public à partir de deuxième semestre 2025. 2025, dans un an, un peu plus d'un an. Il nous reste 2 dernières questions et puis on va pouvoir clôturer la conférence.
Moi, j'avais juste une petite question. En fait, c'est par rapport au parking des Carmes. Vous avez fait une expérience. Enfin, je ne sais pas si vous pouvez revenir sur le slide. Et c'est peut-être passé un peu vite. Mais je voulais savoir, en fait, quel était le but de l'expérience. Est-ce que vous avez calculé des températures de surface, des températures d'air à côté, regarder quel était l'impact, en fait, entre le blanc et ce qui était clair et ce qui était plus sombre. Voilà, si vous pouviez juste en dire un peu plus. Et il me semble, alors le parking des Carmes, c'est en bas à gauche, c'est ça? Oui, c'est celui-là. Je repose ma question, voilà, c'est tout. Moi, j'ai été intéressé par la dernière diapo là, que vous nous avez donnée sur les refuges voilà, climatiques en quelque sorte, et votre expérience que vous avez peut-être suivie à Barcelone. Voilà, comment ça s'est passé, comment ça a été élaboré, et en fin de compte, quelle appréciation vous avez au final, et est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait transposer à Toulouse? Très bien, merci de la question. Juste pour aller très vite sur les expérimentations sur Toulouse Plus Fraîche, il faut dire que ce sont des expérimentations que Toulouse Métropole mène en interne. Ce n'est pas nous qui les faisons, ce n'est pas en collaboration avec mon équipe en particulier. J'ai connaissance, parce que voilà, on échange avec Guillaume Dumas régulièrement, et il me semblait intéressant de les mettre en avant, parce que c'est une démarche qui me semble, qui découle, et même la philosophie de la démarche qui découle vraiment de cette historique de collaboration entre recherche et action opérationnelle à Toulouse. Donc, j'ai donné quelques chiffres pour les ombrières. Je ne connais pas les chiffres pour tout ce qui est les peintures sur les parkings, mais on peut le sentir directement qu'il y a une diminution de la température quand on touche sur le blanc ou sur la partie plus parking, plus grise. Mais je n'ai pas les chiffres. Une évaluation a été faite, bien sûr, mais je n'ai pas les chiffres, je suis désolée. Sur les réseaux publics d'espaces refuges, peut-être pour l'incarner un petit peu plus, qu'est-ce que ça donne en tout cas jusqu'à présent sur Toulouse. Toulouse, l'année dernière, dans le cadre de Toulouse Plus Fraîche, avait mis en place une cartographie d'espaces de fraîcheur. Les espaces de fraîcheur tels que définis dans cette cartographie, il me semble qu'ils étaient les bibliothèques, les piscines, les parcs. Il me semble que les points d'eau étaient cartographiés également. Et en fait, depuis... Voilà, ça avait été une initiative expérimentale avec ensuite pour voir si les lieux sont plus fréquentés ou pas, etc. Mais il n'y avait pas un estampillage, c'est-à-dire vous voyez ici ce logo des Refugies Climatics. C'est la mairie de Barcelone qui dote en quelque sorte d'entité à ce réseau, qui le visibilise, qui va aussi faire certaines améliorations du point de vue du confort thermique dans ces bâtiments, mettre à disposition peut-être des zones pour se reposer, des points d'eau, etc. Alors, nous avons plusieurs actions en cours du point de vue de la recherche académique sur ces questions pour Toulouse. La première a été et encore faite dans le cadre d'un stage d'un élève de master qui travaille à l'analyse des bases de données de l'INSEE publiques, des bâtiments publics, pour faire des typologies des bâtiments publics qui pourraient venir enrichir cette cartographie d'espaces de fraîcheur. C'est-à-dire quels sont les bâtiments publics dont on dispose aujourd'hui à Toulouse, quelles sont leurs typologies et quelle serait, la réflexion est portée sur quelle serait leur capacité à devenir un jour ou pas, voilà, un réseau, ou venir enrichir un réseau public d'espaces refuges. Ça, c'est une démarche qui est très descendante, c'est-à-dire on va interroger des bases de données, on va faire des typologies et ensuite on va travailler avec Toulouse Métropole pour voir la faisabilité, etc. Nous avons un autre projet qui va démarrer le mois prochain, qui est financé par l'ADEME, sur un appel à projet qui s'appelait Les Communs. Cet appel à projet avait pour objectif de créer des outils
participatif, collaboratif et créer une communauté autour d'elle. Et nous, on a proposé dans le cadre de cet appel à projet, avec un bureau d'études de Paris, qui est un bureau d'études très intéressant, Tribu, parce qu'il a travaillé sur les cours oasis à Paris et l'adaptation des cours oasis à Paris, pour venir faire une cartographie participative des lieux que les Toulousains pratiquent quand il fait chaud. C'est-à-dire venir faire une remontée de l'information, identifier quels sont les lieux des espaces extérieurs, mais surtout nous intéresse beaucoup les bâtiments publics, dont les gens viennent d'une manière un peu naturelle, même s'il n'y a pas une politique de communication autour de ça, pour venir se réfugier. C'est une manière de venir compléter encore et d'enrichir cette cartographie, mais aussi d'avoir une réflexion, même, je dirais, de patrimonialisation de ces espaces-là. Parce que les espaces qu'aujourd'hui sont frais, voilà, si on ne les préserve pas, c'est dommage de venir créer des nouveaux espaces de fraîcheur, etc., quand il y en a des espaces de fraîcheur. Mais parfois, ils sont connus, les bibliothèques, par exemple. C'est typiquement un lieu où les gens viennent pour se rafraîchir, pour passer un peu de temps, lire la presse, etc. Mais il y a d'autres espaces auxquels on pense moins. On a fait tout un travail en Espagne récemment avec un architecte autour des ombres. Des ombres, en particulier des infrastructures. C'était une ville en Galice, Orense, qui est très vallonnée et qui a pas mal de ponts. Et en fait, par exemple, sous les ponts ou sous les passerelles, etc., il y a des petits endroits dans la ville qui peuvent être mis en valeur avec un banc, un point d'eau, etc. Ils peuvent devenir un lieu qui est super sympa, super convivial, etc. Et donc, ce qui nous intéresse dans les cas et l'exemple de Barcelone, et ce qui a attiré, parce qu'on a fait tout un travail, quand on identifie en fait un sujet intéressant, ce qu'on va essayer aussi, c'est de comprendre ce type de modalité, d'où elle vient. C'est cette question de réseau public d'espace refuge, quand ça a été créé, comment, quelles sont les modalités, qu'est-ce que ça crée les différentes modalités. Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'ils sont surtout apparus dans les années 90 aux États-Unis, en particulier à Chicago, après des très grosses vagues de chaleur. Et la modalité états-unienne, à l'époque, était de mettre en place des gros bâtiments vides, climatisés, pour accueillir les personnes sans domicile fixe. Voilà, donc une politique d'urgence climatique, on va dire, réactive et plutôt à caractère social. Et en fait, les études qui ont été développées derrière montrent que la population de Chicago, en fait, il y a eu a été contre-productif vis-à-vis de l'installation des climatiseurs personnels, puisque les gens disent, en fait, c'est une politique assistentialiste en quelque sorte. Moi, je ne suis pas pauvre, je peux m'installer chez moi, mon climatiseur, j'irai jamais dans un centre comme ça, dans un cooling center, ça s'appelle. Voilà. L'originalité de Barcelone, à mon sens, c'est de venir récupérer cette notion de cooling center, de politique publique autour de la mutualisation de ressources énergétiques, et je pense que ça c'est vraiment très très important, c'est vraiment une politique d'adaptation qui va dans le bon sens aussi de l'adaptation et aussi de la convivialité, parce que faire des espaces communs, c'est toujours intéressant, voilà, et au niveau social, créer des liens, c'est cette question de proximité et de participation citoyenne à sa réflexion. Ce n'est pas uniquement mettre un estampillage. Barcelone ne l'a pas fait pour toutes les typologies, l'a fait surtout pour les écoles. Et effectivement, sur les lieux où il n'y a pas ces travails participatifs, on voit des freins à l'utilisation, les gens qui ne connaissent pas ces infrastructures, qui ne se l'approprient pas parce que, pourquoi j'irai à telle bibliothèque? Mais quand on a participé et quand on a un lien et aussi un attachement est complètement différent. Et je pense que l'originalité du modèle qu'on pense peut être intéressant pour Toulouse, c'est celui de, oui, je peux m'installer le climatiseur chez moi, de la même manière que je peux utiliser la voiture individuelle, mais aujourd'hui, la plupart, il y a beaucoup de gens qui utilisent le transport en commun, pas parce qu'ils n'ont pas de voiture, c'est parce que collectivement et individuellement, c'est plus intelligent, c'est plus intéressant, etc. Et je pense que ça, c'est le type de modèle qui peut être intéressant dans un pays comme la France ou dans une ville comme Toulouse. Se doter collectivement des espaces collectifs de mutualisation de ressources énergétiques d'une part, des convivialités,
pour ne pas avoir à chacun à s'installer, à se garder son petit confort individuel, etc. Et le voir comme une, comme une politique, moi je pense en tout cas comme une stratégie collective que moi me semble le plus intelligente. Voilà. Merci beaucoup pour ces échanges. On va devoir libérer la salle. Je pense que vous l'aviez remarqué, mais la conférence a été filmée et sera disponible sur la chaîne YouTube du CODEV, dans quelques jours, quelques semaines. Et puis, vous pouvez récupérer, il y a le programme du cycle de conférences, puisque le cycle continue, et il y aura une prochaine conférence le 9 septembre sur la question des enjeux de la transition. Voilà, merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir.